Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques, débattre sur les questions importantes qui peuvent changer la vie de la nation. Tel est le leitmotiv de cette émission. Et nous disons toujours que de ces débats, de ces entretiens peuvent naître de mesures gouvernementales intelligentes. Vous savez que dans cette émission, nous recevons de personnalités qui viennent étoffer leur argumentation. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir une autorité, quelqu'un qui fait un travail exceptionnel pour la vie de Congolais, qui doit fouiner, qui doit contrôler, qui doit rendre de compte pour que les finances du pays, de l'État, puissent servir aux Congolais. Même les véhicules, j'ai appris, même les maisons de l'État puissent servir à bon escient. Nous recevons ici l'inspecteur général des finances, le chef de service, M. Gilles Lalingueté. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, M. Gilles? Très bien. Nerveux, bonne année. Merci de même pour vous et à tous les Congolais qui nous suivent, et particulièrement à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous voulons les meilleurs et nous souhaitons que sa vision pour un Congo nouveau puisse se matérialiser et que Dieu lui accorde des faveurs beaucoup plus en 2021, qui puisse conduire le Congo vers des horizons meilleurs. André du financier Soit démagogué. On a besoin de service? Non. Oh, il y a un bon marché. Quand c'est la confusion, ok, le petit gars, est libre. Mais DG, on va voir des analyses. Non. C'est DG qui parle. C'est le DG qui parle. Un bon état. DG. Merci, papa. Ma copine, Conseiller, dans mon bureau. Excellence. Au moins, il tout comme apprécie biso. Oui, Excellence. Kamata moko. Kende ko pesa na tata mwasi na mbele. Kaka ndenge na lobi. Conseiller. Bateau ya facture wana. Mbongo na bango esali boni. 90 millions de francs congolais. Bakisa ba 0 mibale. Et komi boni 9 milliards. Likolo wana nde ya biso. Yoko bima gouvernement kakabu. Bongo l'État. Oh, maman, mais on m'a dit gouvernement. Maman, tu n'as pas de gouvernement. Naza tata moi c'est excellence. Tata moi c'est excellence. Mon inspecteur, nous avons préparé des gamins qui ont la IGF. Comme ça, vous êtes nous avons un cycle. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances. Vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Non. Dis-leur que l'excellence est en confinement en France. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Là. Je ne suis pas là. Là. Non. Ah, je suis désolé. Conseiller, même toi aussi. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. D'accord. Alors, le chef de l'État vous a fait cette grâce, cet honneur de vous nommer ici chef de service à l'inspection générale des finances. Et je rappelle ici que vous avez une trentaine d'années ici dans ce secteur. C'est depuis 1988, si je ne me trompe pas, que vous êtes ici. Oui. Alors, vous êtes un fils maison, mais je parle d'abord de vous avant de parler du bilan, parce qu'on doit parler du bilan, de problèmes et puis de l'avenir. Mais il se dit que c'est par favoritisme que vous êtes ici. Vous êtes quelqu'un de l'UDPS, de Kingabwa, que les chefs amis sont maîtrisés le rouage du secteur. Qu'est-ce que vous dites de ces attaques? Vous avez vous-même dit que je suis inspecteur de finances il y a 32 ans. Donc ce n'est pas par favoritisme. Donc j'ai gravi tous les échelons de l'inspection générale des finances. Je suis entré ici en 88 comme inspecteur stagiaire. Et j'ai gravi tous les échelons jusqu'à devenir inspecteur général en 2010 et inspecteur général chef de service en 2020. Donc je pense que c'est par mérite. Mais pourquoi on dit que, parce que vous êtes de l'UDPS et du côté de Kingabwa, c'est vrai déjà que vous sortez de là Un fonctionnaire ne peut pas être dans un parti politique. Donc je suis fonctionnaire, donc je suis apolitique. Mais cela ne m'empêche d'avoir des relations particulières avec le chef de l'État et d'être parmi les Congolais qui l'accompagnent dans la matérialisation de sa vision.
Donc voilà. D'accord. Il y a des choses qu'on va parler aujourd'hui, notamment de ce que vous avez appelé la patrouille financière ou même la réprobation sociale. On va en parler, mais d'abord, commençons par le bilan. Lorsque vous avez pris la tête de l'inspection générale des finances, vous êtes, moi j'ai quand même le temps de vous suivre assez souvent, fixé 4 objectifs. Vous devez faire des contrôles, vous deviez faire des réformes, vous deviez rajeunir le système. Et puis, voilà. Par rapport à ça, et par rapport au travail fait, dites-nous aujourd'hui, que peuvent retenir les Congolais de votre passage ici déjà depuis environ 6 mois, si je ne me trompe pas? Merci. Nous avions été désignés inspecteur général chef de service par le chef de l'État le 30 juin 2020 et nous avions pris nos fonctions le 7 juillet 2020. Et quand nous avions pris nos fonctions, nous nous sommes assignés 4 objectifs pour l'inspection générale des finances. Premièrement, la réhabilitation de l'inspection générale des finances comme service de contrôle supérieur des biens et finances publiques. Ça, c'est un des 2. Nous avions voulu procéder au rajeunissement du corps des inspecteurs de finances. Et 3, nous avions voulu faire des réformes administratives en ce qui concerne notre service. Et 4, nous nous sommes engagés à améliorer les conditions de travail des inspecteurs de finances. Aujourd'hui, si je dois faire le bilan, je peux dire que nous ne sommes pas arrivés. Nous devons encore faire beaucoup d'efforts sur les 4 points. S'agissant du premier point, la réhabilitation de l'inspection générale des finances comme un service de contrôle supérieur des biens et finances publiques. Nous avions travaillé pendant 5 mois pour faire des missions de grande envergure, faire parler de l'inspection générale des finances, transférer les gens en justice. Vous allez peut-être me poser des questions. Plusieurs questions. Et je pense que l'inspection générale des finances a fait du très bon travail, mais il y a encore beaucoup à faire sur ce plan-là parce que les antivalets aujourd'hui dans les finances publiques, c'est un niveau incroyable. Et j'estime que ce que nous avions fait ne représente même pas 10% de ce que nous devons faire pour assainir les finances publiques. Donc, nous devons encore travailler durement et durement. C'est pour cela que cette année, nous serons encore beaucoup plus agressifs pour que nous puissions vraiment faire avancer le respect des biens et finances publiques. Ça, c'est le point 1. Le point 2, nous avions promis de rajeunir le corps d'inspecteurs de finances. Nous avions fait un pas. Nous avions recruté 85 nouveaux inspecteurs de finances, des jeunes bien outillés, qui sont présentement en formation pour 3 mois. Vous faites sur base de quoi? L'attente, le neveu ou le parti politique? Nous avions trouvé un recrutement qui avait commencé en 2012. Donc 8 ans avant que nous puissions venir. Ces gens ont été appelés au test. Nos tests comportent 3 parties, mais ils avaient seulement fait une partie. Donc même la première partie, les résultats n'étaient pas connus. Donc nous ne les connaissons pas, nous avions trouvé et nous nous sommes employés à faire finaliser ces processus de recrutement. C'est de là que nous avions tiré au moins 45 personnes parmi les 85 recrutés. Et puis nous avions fait un deuxième recrutement où nous avions fait appel à des experts comptables, à des auditeurs et aux commissaires aux comptes qui viennent des cabinets d'audit comme le Price, le KPMG, le Deloitte et beaucoup d'autres cabinets. Donc, ils viennent de là. Voilà ce qui constitue le lot de... Le recrutement date de 1991-92. Oui, les derniers recrutements à l'inspection générale des finances remontent de 1990. Alors, ils sont déjà en fonction, ils ont déjà commencé à travailler? Oui, les 85 sont arrivés, ils ont été installés. Et maintenant, ils doivent subir une petite formation de nivellement des connaissances, puis de maîtrise des méandres de contrôle. Et dans les 3 mois, ils seront opérationnels. Ce qui va nous donner une capacité. Avant, on avait 50 inspecteurs opérationnels. Tout ce que nous avions fait, on a fait avec 50 inspecteurs. Et maintenant, nous serons à plus de 100 et ça va nous permettre une grande marge de manœuvre pour attaquer beaucoup de points. Donc, je dis... Le troisième point par rapport aux réformes? Oui, par rapport aux réformes, premièrement, quand nous sommes arrivés, les structures administratives que nous avons à l'inspection générale des finances remontent il y a 30 ans aussi. Depuis que l'inspection générale des finances avait été créée en 87, on a mis les structures administratives. Ce sont les mêmes structures. Alors que... Non, ce ne sont pas des directions, nous appelons ça des brigades. Ce sont des unités opérationnelles spécialisées. Il y en avait 4, alors que les finances publiques ont connu des réformes et des réformes. Ce qui fait que nous devons également réformer. Et au cours de ces réformes, nous sommes arrivés à avoir 9 brigades
opérationnels, ce sont des unités spécialisées, c'est là qui font la douane, les impôts, les taxes, les entreprises des portefeuilles de l'État, les provinces, ainsi de suite. Donc, on a aujourd'hui 9 unités opérationnelles spécialisées, créées, qui est déjà opérationnelle. Ça, c'est un premier élément. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi, nous avons tenu à régler un problème important de la contre-vérification fiscale, la possibilité donnée à l'inspection générale des finances d'aller récupérer. Vous êtes habilité à le faire? Nous sommes habilités parce qu'aujourd'hui, l'ordonnance a été signée qui dit clairement que l'inspection générale des finances doit contre-vérifier aussi bien les acteurs publics, les opérateurs publics que les opérateurs privés. Donc, pour nous, il n'y a plus de questions. Et là, un élément important aussi, quand nous faisons de contre-vérification, ce n'est pas seulement pour aller récupérer les droits de l'État, les droits éludés, mais aussi pour établir la responsabilité des agents de l'État ayant fait le travail avant nous, le travail au premier degré. Parce que notre travail, il est qualifié d'un travail au second degré. Donc, nous établissons, aujourd'hui, c'est une priorité pour nous. Quand nous irons en contre-vérification, ce n'est pas prioritairement pour aller récupérer les droits éludés, c'est pour aller établir la responsabilité des agents de l'administration ayant fait le travail au premier degré. Nous devons établir pour discipliner nos administrations fiscales à bien faire le travail et secondairement, nous allons récupérer les droits éludés. Ça, c'est une des réformes. Troisièmement, nous avions, compte tenu du vieillissement du personnel, je peux vous informer que dans 10 ans, nous devons tous être retraités. Tous les inspecteurs généraux qui sont ici. Alors, pour diriger ces services, il faut avoir au moins fait 20 ans. Ça, ce sont nos textes. Alors, nous avions introduit une réforme pour permettre aux jeunes qui arrivent, dans les 10 ans, les meilleurs d'entre eux puissent prendre la direction de l'inspection générale des finances. Donc, ça, c'est aussi un élément que nous avions introduit. Donc, dans les 10 ans, comme ils viennent d'arriver là, ils peuvent prendre la direction de ces services parce que nous sommes appelés à partir. Au-delà de ça, autre réforme. Le réforme, on a compris. Oui. Le quatrième point, c'était quoi le quatrième objectif? Oui, le quatrième objectif, nous avions parlé de l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs des finances. Et là aussi, nous avions longuement travaillé. Parce qu'il y a à manger les inspecteurs qui descendent sur terre. Non, les conditions de travail des inspecteurs ici, je vois premièrement l'état des bureaux. C'était catastrophique ici. Il y avait même des chaises en plastique dans les bureaux des inspecteurs généraux des finances. Nous avons travaillé avec les moyens que nous avions trouvés. Aujourd'hui, vous pouvez faire les tours, voir dans quelles conditions les inspecteurs travaillent. Chaque inspecteur général a un bureau digne, suffisamment équipé, et même les nouveaux, les 85 qui arrivent, c'est pas facile de recevoir 85 personnes du coup. Mais nous avons travaillé pour mettre chacun d'eux dans un bureau très bien équipé. Et voilà. Au-delà de ça, il y a même les conditions. On dit les inspecteurs sur terrain. J'arrive. J'arrive. Il y a les conditions de travail. Dans les conditions de travail, il y a aussi les salaires. Donc, vous pouvez demander aux inspecteurs qui sont ici à l'inspection générale des finances. Combien ici? Non, je ne peux pas déclarer les salaires des inspecteurs à la télévision. Mais il faut savoir que, tout d'abord, les inspecteurs généraux ont le grade de secrétaire général et les inspecteurs des finances ont le grade de chef de division. Donc, les inspecteurs, je peux estimer aujourd'hui qu'ils sont bien payés par la République. C'est pour cela qu'on leur demande de faire un très bon travail. Nous avons sensiblement amélioré les conditions. Vous avez beaucoup plus insisté. Vous insistez d'ailleurs toujours dans vos communications sur l'intégrité, l'honnêteté, l'éthique pour vos inspecteurs. Mais pour que quelqu'un fasse un bon travail sur le terrain, il faudra le mettre à l'abri de la corruption. Ça aussi, ça pose problème. En tout cas, j'ai eu à tenir plusieurs réunions avec les inspecteurs. Je leur ai dit, les salaires que la République vous donne, vous devez rendre à cette République ce que la République vous donne. J'estime que les inspecteurs sont bien payés. Est-ce que la corruption, ce n'est pas un problème de mentalité ici? On a des gens bien payés, c'est compliqué pour le... Oui, vous insistez beaucoup sur la corruption. Nous avions mené ici des grandes missions à beaucoup d'enjeux. Et nous avions réussi dans toutes ces missions parce que j'insiste beaucoup, le travail, un inspecteur, ce n'est pas seulement la compétence, c'est prioritairement l'intégrité. Si nous voulons redresser ces pays, il faut des personnes intègres. Ici, chaque semaine, j'ai
des communications avec les inspecteurs, tous ensemble, pour que nous puissions parler de notre travail. Nous parlons de l'intégrité. Je crois que j'ai martelé, j'ai insisté. S'il y a des gens qui parlent des faits de corruption, il y en a qui ont parlé des faits de corruption. Je suis allé vers eux, les journalistes, pour qu'ils me donnent des éléments. Jusque-là, je n'ai pas eu des éléments pour sanctionner. Mais je peux vous dire, comme vous l'avez dit, la corruption est un état d'esprit. Mais nous faisons un effort pour être au-delà de la corruption. Nous faisons des campagnes de sensibilisation. Nous-mêmes, nous parlons à la télévision, nous faisons des campagnes de sensibilisation pour les gestionnaires. Nous devons prioritairement, avant de donner les leçons aux autres, nous devons être intègres, nous devons refuser. Sur ce plan, je peux même vous dire, messieurs les journalistes, il y a eu ici à l'inspection des missions que nous avions exécuté. Il y a des gens que je les suis en train de parler à la télévision, ils ont été mis en cause, ils n'acceptent pas, mais ce sont les mêmes personnes qui sont venues ici dans mon bureau. Il y en a qui sont venus avec l'argent. Ils savent, comme j'ai dit ça, ils suivent. Vous êtes même dedans déjà par rapport à mes questions. Oui, il y a des gens qui sont venus ici, nous leur avons dit, ce n'est pas pour l'argent que nous sommes là. Aujourd'hui, nous devons tous comprendre que la corruption est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre comme problème. Exactement. Si nous voulons sortir de la situation de sous-développement, nous devons combattre les antivaleurs, entre autres les détournements, la corruption et ses alliés. Nous devons le faire. Voilà, nous pensons que ce sont des pratiques que nous devons vraiment bannir. Ici, les premiers inspecteurs que je trouverai dans ces faits, je leur dis tous les jours, je ne vais pas avoir la carrière des gens, la carrière de quelqu'un entre mes mains. Mais si le premier d'entre eux et qui osera, en tout cas, il perdra les 30 ans de carrière qu'il a passé à l'inspection générale des finances. Ça, je vous promets. D'accord. Alors, nous allons commencer par... vous avez fait le bilan, mais on fait maintenant le bilan de ce que vous avez fait. Oui. Oui. Bokanga Alonso, vous avez parlé de 205 millions de dollars utilisés. Oui. Si je me trompe dans les chiffres, vous me dites, je me suis trompé. Oui. Bokanga Alonso, c'est 205 millions de dollars. Oui. Je crois qu'à l'EPST, on a parlé de 62 milliards de francs congolais. OK. À Égal, on a parlé d'une exonération. Je parlais d'Égal. On a parlé de 1700 exonérations. Oui. Pas Égal. Et qui ont fait perdre à la population, au Congo, au pays, 5 milliards 700 millions de dollars. Oui. J'espère que je suis bien dans les chiffres. Oui. Je m'arrête d'abord là. Oui. Vous avez fait ce rapport-là. Oui. Si oui, quelles en sont les retombées aujourd'hui? Premièrement, en ce qui concerne Bokanga Alonso, les Congolais doivent retenir une fois pour toutes que le pays a perdu 205 millions de dollars. 2,05 millions de dollars. Nous l'avions perdu et ce ne sont pas des déclarations, nous avons tout un rapport documentaire, des chiffres. Qui ont bouffé cet argent? Oui. Et vous savez, sur la question de qui ont bouffé l'argent, j'invite les gens à savoir qui ont géré Bokanga Alonso. Qui ont conçu le projet Bokanga Alonso, qui ont géré le projet Bokanga Alonso, ce sont ceux-là qui sont responsables. Toutes ces personnes, parce que le dossier est déjà au parquet général près la Cour constitutionnelle. Je ne vais pas empiéter ou je ne vais pas gêner les parquets dans ces investigations. J'ai dit, c'est là qui ont conçu le projet Bokanga Alonso et ceux-là qui ont géré le projet Bokanga Alonso doivent répondre devant la République de 205 millions de dollars. Je répète, 2,05, puis vous dites millions de dollars américains que le pays a perdu. Nous avons des preuves des OPI, des titres de paiement, cet argent est sorti. Nous savons dans quel compte cet argent est allé et nous savons qu'est-ce que ça a donné à la République. C'est-à-dire, ce que nous avions sorti, c'est 285 millions de dollars. Et ce que nous avions perdu, c'est 205 millions de dollars. Vous ne voulez pas nous citer les noms de personnes qui ont bouffé cet argent ici? C'est là qui ont conçu le projet, c'est là qui l'ont matérialisé et c'est là qui ont géré le projet. Les Congolais le savent, je laisse aux cours et tribunaux d'instruire. Et le moment venu, et moi, je suis sûr, je suis confiant, peu importe le temps que ça va prendre, le procès Bokanga Alonso aura lieu. Moi, je suis confiant. Parce qu'on a vu à l'époque Matata Pogno et la bande, on a vu même à l'RTNC, c'était une compagnie ici, on a vu des machines, mais faire perdre à l'État 205 millions de dollars américains. Malheureusement, peut-être les Congolais qui nous suivent, je dis toujours, nous sommes habitués à entendre parler des millions et nous commençons à considérer que c'est normal. Il y a des gens qui n'ont pas donné à ces pays la chance de décoller.
Le vrai problème du Congo, c'est le non-respect des biens et finances publiques. Vous savez, aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à faire des meilleures affectations des paix des fonds que vous collectez, vous hypothéquez le développement de toute une nation. Nous avions perdu 205 millions dans le projet Boukangalonzo. Donc, il y a eu des cas de surfacturation et les gens se retrouvaient en Afrique du Sud pour partager cet argent. C'est un rapport que nous avons. J'ai les rapports avec moi. Les rapports est sur la table du procureur général près la Cour constitutionnelle. Nous avons même toutes les preuves. Donc, je dis bien, retenez 205 millions que le pays a perdu et les responsables sont identifiés et ils vont répondre, peu importe le temps. Non, vous savez, la justice vient lentement. Qui pensait que les rapports mapping allaient être exploités 5 ans après? La justice vient. Les problèmes avec notre pays, c'est quoi? Les gestionnaires, les gens qui gèrent les fonds publics, ils ont une stratégie. Après avoir géré et volé, ils vont tous se réfugier au Parlement, au Sénat. C'est ça la réalité. Et les Congolais doivent comprendre. Pour interpeller quelqu'un qui est au Parlement ou au Sénat, il y a une longue procédure. Il ne faut pas condamner notre justice. Il faut que le procureur général puisse demander le lever d'immunité. Et si la personne qui est au Parlement, au Sénat, il a la même couleur que la configuration générale du Sénat et du Parlement, c'est difficile. Il est protégé. Il est protégé. Mais heureusement pour nous, les immunités vont se terminer. Les immunités vont se terminer. C'est pour cela que nous on parle. C'est pour cela que nous on crie. On va dire aux Congolais, attention, ne donnez plus de mandat à tel pour nous permettre de régler les problèmes de sa gestion. Il a eu à gérer vos fonds. Il est parti au Parlement. Donc, la plupart des gens qui ont géré l'affaire Boukangalonzo, ils sont cachés là-bas. Oui, ils se retrouvent là-bas. Avec des immunités. Avec des immunités. Aujourd'hui, quand vous mettez un ministre en cause pour le poursuivre, il faut encore demander l'autorisation du Parlement pour poursuivre les ministres. Et s'il a la même couleur que la majorité au Parlement, ça traîne encore. Vous avez les mêmes problèmes. Oh, maman, mais on va gouverner maintenant. Alors, moi j'ai une préoccupation. Deuxième aspect, c'est, puisque vous parlez d'un ministre, 62 milliards EPST. Oui. Vrai? À l'EPST, l'État congolais a perdu 62 milliards. 6D, ça fait 62 milliards. Et comment? J'ai suivi les gens dire, non, est-ce que vous pouvez prendre 62 milliards des enseignants et rester comme ça? Regardez comment les choses ont fonctionné. Chaque mois, ces gens ont mis dans la paye des fictifs, ok? Et puis des écoles qui n'existaient pas, des écoles fictives et des personnes fictives, des enseignants fictifs. Chaque mois, du fait de ces opérations-là, nous perdons 3 milliards de francs congolais, soit 1,5 million $. Chaque mois. Alors si vous faites 2 ans, parce que nous avions fait les contrôles depuis 2019, nous avions pris 2019, 2020, vous totalisez 20 mois, nous perdons 3 milliards par mois, ça fait 60 milliards que nous avions perdu. Peut-être qu'ils sont étonnés que les dégâts qu'ils ont commis. Oui, parce qu'on a appris que les gens disent que vous gonflez les chiffres. Voilà comment les choses se passent. Voilà comment les choses se passent. Les 3 milliards qu'ils ont mis là-bas des fictifs, des écoles qui n'existaient pas, des enseignants qui n'existaient pas, ils les ont mis dans les fichiers, l'argent sort et ils se partagent. Comme ils sont tout un circuit, ils sont là, ils sont à peu près, laissez que je vous donne des précisions. Ils sont à peu près 15 personnes qui se partageaient cet argent. 15 personnes. Quand ils ont 3 milliards, ils se partagent chacun à 100 000 par mois, l'autre à 150 000. Ils pensent que c'est rien. Mais quand vous mettez tous ensemble par mois, nous avons 3 milliards. Et pendant le temps qu'ils ont mis en place le système, nous avions perdu cet argent. Qu'ils aient l'information des dégâts qu'ils ont causés aux Congolais. C'est quand même l'inspection générale des finances du pays. Nous ne pouvons pas avancer des choses. Moi, je dis à ceux-là qui disent que, ah non, on nous a imputé des chiffres qui sont faux. Je demande. Est-ce qu'on peut avoir 62 milliards et être comme ça? Je lui demande, est-ce que vous pouvez vraiment être autorité? Vous vous rendez compte que on met à votre charge des choses qui ne sont pas vraies. Quelle est la réaction? Qui saisisse la justice. Il saisit la justice, demain on l'arrête. C'est ce que moi j'attends. S'il va en justice, il dit non, l'inspection générale des finances a imputé des chiffres pour nous que nous ne connaissons pas. Moi je vais répondre à la justice, j'amène les rapports, je dis, parce que maintenant, moi j'ai déjà traduit ces gens en justice. Ce qui traîne, c'est quoi? Ce qui traîne, c'est
demande d'autorisation de les poursuivre. Et ça traîne. Mais si lui-même, il va en justice, il va dire l'inspection a mis des choses à ma charge inutilement, je viens poursuivre l'inspection, je l'applaudis qu'il les fasse. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, qu'il les fasse demain. Je te promets que ce week-end, je te promets, moi je ne parle pas des individus. Moi je veux être au bureau. Je ne parle pas des individus. Je ne pas d'accord avec ce rapport. Je ne parle pas de lui. Tout cela que l'inspection générale des finances a mis en cause, que ce soit dans les fonds Covid, que ce soit Secopé, c'est lui qui est sûr de ce qu'il dit. Je l'invite à saisir la justice. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, même le lundi. La semaine prochaine, là, il ne sera pas libre. On va l'arrêter. On va l'arrêter parce que nous avions traduit ces gens en justice. Nous sommes dans une procédure. Mais s'il nous facilite la tâche d'aller vers la justice, non, voilà, l'inspection générale des finances a parlé de 60 millions à l'enseignement, c'est faux. Il faut traduire en justice. Hein? J'attends ça. Les jours où il le fera, moi j'irai répondre les mêmes jours, mais lui il restera. Parce que moi je veux amener les preuves de ce que je parle. Je suis sérieux quand même, je suis devant la télévision quand je parle. J'amènerai les preuves de ce que je parle, il restera. Qui nous facilite la tâche de saisir la justice avant, parce que nous l'avions déjà fait. Mais nous sommes dans une procédure. Mais si lui il a le courage, il estime que c'est faux. Tout d'abord, mais c'est Peter Chan, je vais vous faire rire. Oui, monsieur. Les voleurs, qu'il soit celui du marché central, qu'il soit celui qui vole à Mangobo, à la Chopo là-bas, ou à Kamalondo, les petits voleurs là, et les voleurs à cravate, c'est un esprit. Ils sont tous les mêmes. Donc les voleurs, même quand vous l'attrapez là, vous voyez la nuit, vous attrapez un voleur à 2h du matin, avec les postes téléviseurs et tout, il jette, il commence à courir. Quand vous l'attrapez, les réactions que vous avez des voleurs que vous voyez à la cité là, c'est les mêmes, c'est un esprit. La plupart d'entre eux, et là qui parlent, dans mon bureau, il y en a qui ont demandé pardon. Je suis devant la télévision, je suis sérieux. Il y en a qui ont demandé pardon. Ça me fait rire. Parfois, quand je les suis en train de parler, il y en a qui ont demandé pardon. Il y en a qui ont dit, non, je ne savais pas que c'était comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas... Il y en a même qui sont allés plus loin pour proposer, est-ce qu'on ne peut pas vous donner ça, on ne peut pas vous donner ça. Mais moi, je me moque je mets à défi toutes les personnes que l'inspection générale des finances a citées dans les rapports. Les plus courageux qui saisissent la justice, le premier, il restera. Je le promets qu'il restera parce que nous les avons traduits en justice. Et nous sommes le dossier Covid. Hein, nous sommes dans une procédure. Nous sommes dans une procédure judiciaire. Et nous laissons la justice. Mais s'il nous facilite la tâche, en allant en justice, non, voilà, l'inspection générale des finances nous accuse injustement et tout. On nous invite. Je prends tous les dossiers avec les preuves. Je dis voilà. Il dit non, l'inspection générale des finances accuse Secopé ou ministère de l'enseignement ou ceci, injustement. C'est lui qui prendra la responsabilité. Nous recevons l'invitation, j'amène tous les dossiers avec les inspecteurs. Je dis merci les procureurs, les locaux, ta dossier en gros. Il ne rentrera pas chez lui. Ils savent de quoi est-ce que je parle. Ils savent. C'est regrettable. Les voleurs, les vols, c'est un esprit. Et puis c'est une culture. C'est une culture. Moi, je suis vraiment étonné qu'on peut être aussi des responsables. On reconnaît avoir causé du tort à toute une nation. Puis on se permet de commencer à parler à la télévision. Les 205 millions de Bukangalonzo est une vérité. Les 62 milliards de Secopé est une vérité. Et j'ajoute pour l'enseignement que les Congolais retiennent. L'État congolais a sorti 1 500 000 $ pour désinfecter les écoles avant la rentrée. Retenez, dans ces fonds-là, dans la justification des fonds, on va trouver des factures des gens qui ne reconnaissent même pas avoir participé. Je vous ai parlé de Willery ici. Papa Batoaïbi n'écoute Maramba Covid, le remonté. Mais quand je dis, mais les images restent, les rapports sont là. Ils ont fait ça.
Est-ce que vous les rencontrez quand vous avez ces rapports? Vous parlez avec eux aussi? La procédure du travail de l'inspection, on ne met pas quelqu'un en cause sans l'avoir écouté. Quand nous collectons les informations dans l'émission, nous t'envoyons les faits qu'on te reproche. On te demande de répondre. Quand tu réponds, on te demande de venir en débat contradictoire. On te reproche de ça, tu as répondu comme ça, maintenant on discute face à face. Et nous avions discuté, on fait même un PV de cette discussion. Et par la suite, nous tirons les conclusions. Toutes les personnes que nous avions mises en cause sont passées par cette procédure. Il y en a qui ont avoué les faits, il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont demandé pardon. Toutes ces personnes-là, ils sont passés par cette procédure. Mais tout simplement parce que les vols, il est l'ami des mensonges, non? Les vols, demandez au passé, ils vont vous dire. Donc nous sommes pleins de voleurs dans le gouvernement et à l'Assemblée nationale. Il y a plein de voleurs. L'obstacle au développement de notre pays, c'est la fraude, les détournements, la corruption. C'est ça. Au fait, il y a beaucoup de gens qui considèrent... dans l'union sacrée, ça ne va plus rien changer. Il y a beaucoup de gens qui considèrent... Vous savez, il y a des gens qui parlent même avec légèreté. Il a volé à Ibi, Bolakissie, Arabi. Ah, bon, en tout cas, Naïba quitté, maintenant ça l'a engolé sauté. Il y a des gens qui n'imaginent pas le mal qu'il a fait. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est plein. C'est plein. C'est plein. Aujourd'hui, si nous voulons avancer, je vous dis, il faut que nous puissions faire de la lutte contre la fraude et le détournement notre pilier important. D'accord. Moi, je vais avoir des précisions maintenant. Oui. Donc, égal, c'est... Qu'est-ce que j'ai les exonérations. Oui. Bref. Vous avez parlé de 1700 exonérations. Oui. Et donc 5 milliards 700 millions de dollars. Monsieur Tchani, les exonérations au Congo a été une belle et nouvelle forme de vol mise en place dans notre pays. Il y a par exemple des sociétés agricoles qui doivent exonérer. Écoutez, allez maintenant lire la nouvelle loi des finances 2021, article 2 et 3, la question est réglée. Le gouvernement, la République vient de régler la question de compensation. C'est fini, on n'en parlera plus. Allez lire l'article 3 de la loi des finances 2021. Allez lire l'article 4 de la loi des finances 2021. Il n'y a plus d'exonération. On ne peut accorder d'exonération qu'en vertu d'une loi. Les exonérations dérogatoires sont prohibées. Je ne vais pas citer les restes pour ne pas passer aux gens. Allez lire. Pour nous, la question est réglée. Nous sommes très fiers que nous avions été suivis. Et c'est dans une loi. Chaque fois que nous lirons cette loi, nous verrons notre contribution. Je vais vous dire, les exonérations, c'est la grande mafia qui a causé du tort au trésor public. 1700 exonérations. 5 milliards 700 millions de dollars perdus en 3 ans. Du fait des exonérations. Et il y a des bonnes exonérations, mais 90% des exonérations fantaisistes. Vous savez, il y avait même les commerces des exonérations. Il y a des gens qui ont des exonérations, qui se promènent avec ça, qui vendent... Non, mais c'est terrible. Une exonération. Oui. Il y a des gens qui ont obtenu des exonérations, des compensations. Ils se promènent avec ça. Ils cherchent qui va acheter mon exonération. Moi, j'ai obtenu une exonération pour importer gratuitement. Ils vont chez les opérateurs économiques. Et les exonérations créent même une concurrence déloyale. Il y en a, vous pensez qu'ils payent les droits de douane? Non, ils sont exonérés. Ils viennent sur le marché, ils vendent au même prix. C'était devenu un réseau mafieux, cette histoire d'exonération. Regardez, faisons parler les chiffres. Quand nous avions mené le combat des exonérations et des compensations, nous avions commencé ce combat au mois de juillet. Allez regarder, je vais qu'on donne les chiffres des finances publiques. Quelles étaient les recettes de l'État au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à la fin? Vous allez voir, à partir du mois d'août, quand nous avions vraiment donné un coup fatal aux exonérations et compensations, regardez les recettes du mois d'août, plus élevées que tous les mois antérieurs. Et nous avions terminé l'année, tenez, le mois de décembre, nous avons terminé avec le double des recettes par rapport au mois de janvier. Alors que nous sommes en plein Covid et une économie fragile. Tout le monde avait des craintes que comment on va évoluer. Laissez-moi vous dire ça. Allez-y. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, les mois que le pays a réalisé les recettes les plus élevées. Ça a commencé par août. On va.
août, septembre, octobre, jusqu'à terminer très haut. Et regardez, oui, les exonérations, c'était la maladie de notre finance publique et de compensation. Retenez, les stocks de compensation qui attendaient les recettes de l'État, on était à près d'1,2 milliard. 1,2 milliard de compensation que les gens se promènent avec pour prendre les recettes de l'État. Et les exonérations, n'en parlons pas. 1700 exonérations. 1700. Il y a des gens des exonérations qui nous ont menacés. Qui nous ont menacés par ceci, cela et tout. Mais ils savent. Je leur disais, aimez un peu les Congos. Vous pensez que quand vous êtes riche, le Congo est riche. C'est ce que vous pensez. Les gens manquent à manger. Il y a des gens qui manquent. Quelle chance. Moi, ce qui me fait pleurer parfois, nous avons des enfants. Nous avons des arrière-enfants. Ok, nous sommes en train de condamner le Congo à un sous-développement. Nous pensons que notre enrichissement individuel à nous, c'est le Congo. Mais vous laissez vos enfants dans quel environnement? Pourquoi vous ne voulez pas donner la chance au Congo de se développer? Pourquoi? Voilà pourquoi nous, on dit, on combattra ces antivaleurs jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais je vous plains pour quelque chose. Pourquoi? Parce que maintenant, tout le grand travail que vous faites, oui, la justice devait prendre le relais. Si on avait une justice, vous ne voulez même pas que je parle de la justice, mais non. Moi, ça me pose problème. Si on avait une justice forte, elle devait déjà se saisir. La justice prend les relais. Tout le monde n'est pas ministre et député. La justice prend les relais. La justice prend les relais parce que la justice a toute une procédure. A toute une procédure et une instruction. Je vous dis, Monsieur Tchani, oui, vous allez assister au procès. Le procès Boukangalonzo aura lieu. Le procès Sekopé aura lieu. Quel que soit le temps que ça va prendre, qu'il soit tranquille, mais qu'il sache que les dossiers sont ouverts. Vous êtes très sûr de vous? Je suis sûr, j'ai confiance à la justice. C'est un problème de procédure. Vous ne craignez pas pour votre vie quand vous voulez affronter tous ces caïmans-là? C'est pas facile, hein? On connaît comment ça fonctionne ici. Tant que j'ai l'appui du chef de l'État et des Congolais, pas les moindres, les Congolais, la population ici, les gens qui souffrent, qui veulent assez que le Congo puisse aller de l'avant, tant que j'ai l'appui du chef de l'État et des Congolais, parce qu'ils veulent que nous puissions changer les choses, je ne vais pas avoir peur. Qui ne mourra pas? Vous pensez qu'aujourd'hui, si je meurs, et ils vont rester éternels, ils vont aussi mourir. Cela ne va pas nous empêcher de mener ces combats. Moi, je pense, c'est le combat de l'avenir du Congo. Nous demandons seulement une chose, à nous tous, moi et tous ceux qui touchent au fonds public, de savoir que c'est l'avenir de tout le monde. C'est l'argent de tout le monde. Et il faut les gérer dans l'intérêt de tout le monde. Un point, un trait. Vous n'avez pas encore audité la SNEL et la Régie des eaux pour qu'on puisse avoir de l'eau et de l'électricité. C'est un cas là-bas. Peter, la SNEL et la Régie des eaux. Quand je suis arrivé... Est-ce que les DG de ces deux sociétés-là, vous attendez quoi? Peter, quand je suis arrivé, j'ai trouvé 50 inspecteurs disponibles. 50 seulement. Regardez le nombre de missions que nous avions menées. Covid, Boukangalon. Boukangalon, c'était un grand dossier. Hein. Sans comptabilité. Il fallait tout reconstituer. Tout reconstituer. Moi, j'applaudis mes inspecteurs. Ils ont fait un travail remarquable. C'est copé. C'est tout un grand travail. Vous savez, il y a des missions, nous avions traité 450 000 informations. J'ai dit bien 450 000. C'est comme si vous laissez ce monde de coin là où il y a des politiques. Non. Vous êtes pour déstabiliser aussi les autres camps politiques. Hein. Non. Parce que les exonérations déstabiliser les camps Kabila. Les voleurs n'ont pas de camps politiques. Les voleurs sont partout. C'est un esprit. Les voleurs sont partout. C'est-à-dire, nous, on ne regarde pas qui est à gauche, qui est à droite. Nous, c'est le fonds public. La SNEL et la Régie des eaux, c'est quand? Nous sommes arrivés, nous avions traité un certain nombre de dossiers. Il y a des dossiers que nous n'avions pas communiqués, ce n'était pas important, mais qui ont donné des résultats aussi importants. Et maintenant, là, nous sommes dans certains établissements publics pour... Parce que J'arrive. Nous sommes dans certains établissements publics, maintenant 2021. Nous avons maintenant 140 inspecteurs qui seront opérationnels dans 3 mois. Venez me poser la question si une seule entreprise sera épargnée. D'ailleurs, nous comptons mettre en place cette année la patrouille financière. Nous allons faire la patrouille financière. C'est quoi la patrouille? La patrouille financière, c'est-à-dire
partout où il y aura les fonds publics, l'argent du contribuable congolais, nous n'attendrons pas venir, ah non, on a volé l'argent. Nous avons changé de stratégie. On envoie 30 millions à tel endroit pour tel projet, nous envoyons les inspecteurs. Suivre chaque jour, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là. Il ne faut pas seulement venir, oh bah ibimbo, pour tous les 5 millions Bukangalons, je ne sais pas comment on va récupérer ça. Il faut venir avant. On va constater les dégâts. Nous voulons maintenant, nous surveillons les comptes généraux du Trésor, nous avons les informations sur les sorties des fonds publics et nous envoyons les inspecteurs, on a envoyé combien là-bas, on envoie pour préserver. Un travail de prévention. Voilà, pour préserver les finances publiques. C'est ça la patrouille financière, les missions d'encadrement, les missions de préservation de l'utilisation des fonds publics. C'est ce que nous voulons maintenant pour éviter que les gens continuent à s'amuser. Nous allons regarder, nous commençons ça dès maintenant. On a envoyé combien tel ministère, telle institution, tel service. Nous enverrons les inspecteurs. On a envoyé des millions de dollars là-bas. Allez-y, hors de démission. Allez-y là-bas. Regardez qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là. Vous ne gérez pas avec eux, mais messieurs, on vous a envoyé de l'argent ici. Utilisez votre argent. Nous, on regarde ce que vous faites de cet argent-là. Vous avez terminé, oui. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là? Quand quelqu'un a détourné, il y a une semaine, vous les mettez en cause, vous avez la possibilité de récupérer cet argent. Mais regardez des missions où nous venons contrôler les affaires Bukangalonzo il y a 4 ans. C'est parti. Il y a les affaires comme Sekopé. Les gens ont commencé avec cette affaire. C'est pour cela qu'ils sont étonnés du chiffre. Vous m'expliquez. Nous avons préparé la IGF. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances. Vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Non. Dis-leur que l'excellence est en confinement en France. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Là. Je ne suis pas là. Là. Non. Ah, je suis désolé. Moi, commis 60 milliards. C'est ça en fait. Maintenant, il faut préserver. Il ne faut pas laisser les gens détourner. Il faut les empêcher de détourner. Ça va les inspecteurs à la présidence parce qu'on parle aussi là-bas par rapport au budget. Hein. Nous, notre compétence, c'est de contrôler partout où il y a les fonds publics. Nous contrôlons partout. Mais oui, parce qu'à la présidence, il y a un comptable public qui reçoit les fonds de l'État pour que la présidence puisse utiliser. Donc, ces comptables publics-là, nous pouvons les contrôler. Parce qu'on parle de dépassements budgétaires là-bas au fond. Oui, les dépassements budgétaires, les gens ont fait trop de bruit pour ça, mais je vais vous expliquer pourquoi il y a dépassement budgétaire. Il y a dépassement budgétaire parce que la procédure budgétaire n'est pas respectée. Pour dépenser l'argent de la République, il faut engager, il y a quelqu'un qui engage, quelqu'un qui liquide. La liquidation, c'est le ministère des budgets. La liquidation, c'est quoi? C'est de vérifier ce que vous voulez faire comme dépense. La hauteur est correcte. Attends que je termine, parce que les gens vont nous suivre. Pour dépenser l'argent de la République, il faut qu'il y ait quelqu'un qui engage. C'est-à-dire les ministères, les services, ils disent non, voilà, nous on a besoin de ça. Ils commencent l'opération. C'est l'engagement avec un bon engagement. Ça vient au budget pour la liquidation. C'est quoi le travail du budget? Vérifier que la hauteur de l'engagement est correcte, c'est-à-dire la facture, ce qu'on veut payer, les taux et tout, c'est correct. Et puis vérifier s'il existe des crédits. Si tout cela est respecté, il y a des crédits, le budget va liquider et les finances payent. Alors, d'où vient le problème de dépassement? Les dépassements, c'est consécutif à tous les paiements qui ne sont pas passés par la procédure. C'est-à-dire, les cas de dépassement, ce sont des paiements qui partent directement des finances vers la banque centrale, sans que ça passe par la procédure. C'est pour cela que quand on fait la somme par la suite, on a des dépassements. Comment on peut avoir des dépassements si les choses passent par les budgets? Les budgets, c'est les verrous. Si vous passez par le budget va vous dire non, mais si vous n'avez pas de crédit, soit on doit faire des opérations prévues par la loi pour que vous ayez les crédits. Donc il n'y a pas de crédit, on ne fait pas passer. Donc s'il y a des dépassements, c'est parce que nous n'avons pas respecté la procédure. Alors il faut poser la question, qui n'a pas respecté la procédure? D'accord.
qui n'a pas respecté la procédure pour qu'on arrive au dépassement. Moi, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Je vois tout le monde parler de dépassement, de dépassement. C'est le non-respect de la procédure, de l'exécution de la dépense publique qui conduit au dépassement. On est en train d'aller à la fin de cette émission. Oui. On vous a aussi titillé sur la question de... Parce que vous contrôlez aussi les provinces, hein, oui. Dans vos prérogatives. Oui. Là-bas, on avait accusé le gouverneur Mouyej. On a dit que vous l'avez défendu avec les effectifs. Non, mais pourquoi je dois défendre les gouverneurs Mouyej? Je ne les défends pas. Je ne les défends pas parce que ce n'est pas mon rôle. Voilà la restitution des faits. Au Lualaba, au moment où nous parlons, l'inspection générale des finances vient de débiter une mission de contrôle de gestion de la province de Lualaba. La mission a déjà commencé à Kinshasa pour collecter toutes les informations à rapport avec les comptes bancaires. Nous les avons. Maintenant, les inspecteurs arrivent à Lualaba ce week-end pour commencer le travail de contrôle de gestion et nous allons communiquer les résultats. Mais voilà ce qui s'est passé. L'année passée, l'inspection générale des finances était au Lualaba, non pas pour faire le contrôle de la province, mais c'est pour faire l'encadrement des recettes. On a fait l'encadrement des recettes nationales et l'encadrement des recettes de la régie provinciale appelée la DERLU. Alors quand les gens parlent des comptes parallèles, Tiani, permettez aux Congolais de suivre. Oui. Quand les gens parlent de comptes parallèles, beaucoup ne savent pas. Les comptes parallèles, c'est une notion dans les recettes et non dans les dépenses. Les comptes parallèles sont des comptes mis en place par les individus pour prendre les recettes d'une entité, d'une province ou de la République et l'utilisation, c'est à des fins personnelles. C'est-à-dire quand les gens mettent en place des comptes parallèles, comme on en parle, vous êtes dans une régie, vous mettez en place les comptes parallèles, c'est un compte qui prend les recettes de la régie pour vous-même. Donc, les recettes entrent dans ces comptes-là, ce sont des comptes qui ne sont pas connus par la régie. On demande aux gens de payer là-bas et un individu prend. Or, nous avons fait les contrôles des recettes au là-bas l'année passée. Nous avons terminé ça vers le 20 décembre. Nous avons fait les contrôles des recettes. C'est-à-dire, en faisant les contrôles des recettes, nous avons recensé tous les comptes des recettes de Lualaba. Tous les comptes, nous avons été chez tous les opérateurs économiques pour voir dans quel compte ils payent. Et ces comptes-là, nous les avons trouvés dans les comptes officiels de la province de Lualaba. C'est-à-dire, je vais restituer parce que la mission des recettes était terminée. L'inspection générale des finances n'a pas découvert les comptes parallèles. Mais cela ne signifie pas que la gestion de Lualaba est bonne. La gestion, le contrôle de gestion, c'est le contrôle de l'affectation des recettes. C'est-à-dire le contrôle des dépenses. Nous, on a fait le contrôle des recettes, on n'a pas trouvé les comptes parallèles. Maintenant, nous contrôlons ce qui est entré normalement. À quoi on a affecté ça? C'est le vrai contrôle qui commence. C'est pour ça que nous avions communiqué pour dire, nous avions terminé le travail de contrôle des recettes. C'est de ce côté-là qu'il y a les comptes parallèles. Nous n'avions pas trouvé les comptes parallèles. Cela ne signifie pas qu'on défend les gouverneurs de Lualaba. Écoutez, dans les contrôles, il faut savoir être objectif. Okay. Si c'est noir, c'est noir. Si c'est blanc, c'est... Et quelle que soit la couleur de la personne que vous êtes en train de contrôler, c'est ça l'objectivité. Si nous commençons à dire de fausseté, nous perdons notre place de service supérieur de contrôle. Donc, je ne défends pas le contrôle de l'affectation des fonds de Lualaba, la gestion de cette province, les dépenses de Lualaba vient de commencer et on va rendre les comptes. J'admire cette énergie, cette fougue que vous avez de communiquer, avec cette franchise que vous avez. Mais je veux quand même savoir, parce que ça se dit aussi. Oui. Je t'aime moi non plus. Qu'est-ce qui se passe entre vous et le ministre des Finances? De très bonnes relations. Nous avons de très bonnes relations. Pour la simple raison que nous sommes les bras aussi du ministre des Finances dans la mobilisation des recettes. Nous encadrons les régies pour une meilleure mobilisation des recettes. Et quand il y a une mobilisation des recettes, c'est lui qui a beaucoup de marge de manœuvre. Il a beaucoup de problèmes aujourd'hui pour satisfaire toutes les demandes de fonds. Donc, il se plaint beaucoup sur votre nom. Hein? Ah non, je ne crois pas. Ce sont des gens qui disent... Et puis on a appris que l'inspection va maintenant dépendre du ministère. On apprend que ça va rentrer là-bas. C'est une rumeur. Mais pour moi, ça n'a jamais été un problème. Hein. Mais je vous apprends ceci. Dites aux Congolais, l'inspection générale des finances n'existe pas aujourd'hui. Prenez l'arrêté royal de 1951. Vous trouverez l'inspection générale des finances. Et à l'époque déjà, l'inspection générale des finances est relevée du gouverneur général. Le gouverneur général demandait à nos parents qui sont encore là. Le gouverneur général
faisait office de président de la République. Donc, déjà, en 1951, quand l'inspection naît avec les Belges, l'inspection générale des finances dépendait du gouverneur général. C'était une direction comme une subdivision du ministère de Finances. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit... Mais en 1987, c'est devenu par décret... Les plus importants, c'est que ce soit à la présidence, au ministère des Finances. Les plus importants, que tous ensemble, nous, les ministres des Finances et tous les autres, que nous puissions travailler pour la mobilisation des recettes et une meilleure, allocation, une meilleure affectation des ressources de la République pour le développement du Congo. Nous pensons que nos relations avec les ministres des Finances sont bonnes. Parce que, oui, je ne fais pas la démagogie. On est à la télévision. Vous avez l'habitude de dire toujours la vérité. Je ne fais pas la démagogie parce que je dois vous dire, Peter, je vais chez les ministres poser un certain nombre de problèmes en ce qui concerne les moyens que l'inspection générale des finances devra avoir pour travailler. Je discute avec lui parfois aussi de ce que nous devons faire dans les régies et comme travail. J'ai fait ça. On peut avoir à un moment donné des accrochages sur la question des exonérations, sur la question et tout. Mais ça, ce ne sont que des faits. Mais globalement, je vous dis, je ne fais pas la démagogie. Vous n'en faites pas le rapport, vous ne passez pas par eux, vous sautez, vous court-circuitez. Non, en fait, nous ne faisons pas les rapports au ministre des Finances. Nous participons tout d'abord, je vous informe, nous participons aux réunions du ministère des Finances sur la mobilisation des recettes. Donc, nous participons. Et aujourd'hui, nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État. S'il vous plaît, notez. Exact. Nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État. C'est-à-dire, c'est à lui que nous adressons les rapports. Mais il nous arrive que nous voyons que cette question mérite des mesures urgentes. Nous faisons les rapports au chef de l'État et nous demandons aussi son autorisation. Nous faisons les rapports au Premier ministre, au rapport au ministre des Finances. Pour que les choses aillent rapidement, nous le faisons. Donc, nous n'attendons pas avoir aujourd'hui des embrouilles avec le ministère des Finances. Nous pensons que tous ensemble, nous devons travailler pour la mobilisation des recettes. Il aimait le souhait de vous gérer, que vous deveniez une division de pour qu'il puisse bien vous gérer. Là. Non, ça ne nous dérangerait pas. Ça ne nous dérangerait pas dans la mesure où il a la même volonté. Je l'espère très bien. La même volonté de faire avancer les choses, d'aller de l'avant. Nous pouvons y aller. Il n'y a aucun problème. Nous, ça ne nous gêne pas. Qu'est-ce que le Congolais doit attendre cette année pour le GF? Qu'est-ce que vous leur promettez? Qu'allez-vous faire votre nouvelle manière de travailler? Cette année 2021, nous déclenchons la patrouille financière. La patrouille financière, c'est l'opération partout où il y aura un franc à gérer. Nous enverrons les inspecteurs anticipativement pour empêcher les détournements, la fraude, les vols. C'est-à-dire nous voulons minimiser pour cette année les cas de fraude, mobiliser davantage les recettes et pour donner la chance au chef de l'État, à la République, de dégager des moyens d'investissement. Un pays ne se gère pas seulement avec le paiement des salaires, les frais de fonctionnement. Le pays avance avec l'investissement. Si nous arrivons à un niveau de mobilisation des recettes tel que nous payons les salaires, nous payons les fonctionnements et nous dégageons un surplus pour affecter aux investissements visibles, c'est dans ces conditions ici que dans 2-3 ans, on peut présenter aux Congolais, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on a fait. C'est ça, au fait, ce que nous voulons. Nous allons déclencher l'opération patrouille financière. Toutes les entreprises relevant du portefeuille de l'État seront mises sous haute surveillance. Sous haute surveillance. Nous allons mettre sous haute surveillance tous les fonds de l'État. Tous les fonds de l'État. Partout on en verra. En termes de frais de fonctionnement, que ce soit dans un ministère, dans un service public, nous irons anticipativement veiller à ce que l'utilisation de cet argent puisse répondre aux attentes des Congolais. C'est ce que nous... La réprobation sociale, c'est la politique que l'inspection générale des finances a mise en place pour dire, en termes simples pour les Congolais à Lingala, Omoni Moïbi Belelaye. C'est-à-dire, pourquoi nous avions mis ça? Nous avions constaté que les voleurs, ils ont mis en place des réseaux. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils planifient leur vol, ils verrouillent
tous les endroits où on peut les inquiéter. C'est là leur système. Nous connaissons leur système opératoire. C'est pour cela que nous envisageons 3 types de sanctions maintenant. Quand nous avons fini de contrôler quelqu'un et qu'il y a des faits graves, maintenant cette année, nous allons rapidement faire un rapport à l'autorité administrative de qui relève les voleurs pour qu'on lui ouvre une action disciplinaire, qu'il soit membre du gouvernement, qu'il soit DG, qu'il soit qui. Lorsqu'on établit les faits, on fait tout d'abord un rapport à l'autorité administrative en demandant à l'autorité d'ouvrir une action disciplinaire, sous peine d'être considéré comme un complice. Deuxième action, nous saisissons la justice pour réprimer les faits infractionnels. Troisième action, la réprobation sociale. Congolais, Botala Mouyibi, c'est lui qui vous fait souffrir, c'est lui-ci. Donc nous devons le faire, clameur public, de manière à ce que les gens sachent identifier qui sont les fossoyeurs de nos finances publiques, qui sont les acteurs de notre sous-développement. C'est ça les 3 axes que nous devons faire. Oh, maman, mais on va gouvernement. Maman, tu n'as pas de gouvernement. Tata moi c'est excellence. Tata moi c'est excellence. Lorsque nous aurons travaillé comme ça, tu peux échapper à la justice, tu peux être rattrapé par l'autorité administrative, par des sanctions. Tu peux échapper là-bas, la justice va te rattraper. Et tu peux échapper au dé, les Congolais vont te retenir dans leur cœur comme celui qui a volé leur argent, qui a hypothéqué leur avenir, et ils vont pleurer chaque jour en ton nom. Ils vont commencer à parler à ton nom, tu n'avanceras pas. Si ça ne te rattrape pas, ça va rattraper tes enfants. Il faut que nous puissions respecter les Congolais, nous puissions respecter... Votre travail va changer la vie des Congolais, vous en êtes sûr? Pardon? Votre travail va changer la vie des Congolais, vous en êtes sûr? Le travail du chef de l'État va changer la vie des Congolais. Nous accompagnons le chef de l'État. Nous voulons que le chef de l'État puisse avoir des moyens importants pour matérialiser sa vision. Nous voulons que demain, quand on va rendre le compte aux Congolais, qu'on puisse dire aux Congolais, on a fait autant de routes, on a fait ceci, pas de routes sur papier, pas des choses comme on est habitué à nous les faire gober, des histoires. Non, nous voulons la visibilité. Et pour cette visibilité, il faut mobiliser les moyens et il faut bien les affecter. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement pour les chefs de l'État, c'est pour nos enfants. Ça, c'est le pays de nos enfants. Si je vous laisse... C'est le pays de tes enfants. Nous allons laisser nos enfants dans quel environnement? Si nous continuons à nous comporter comme ça, nous devons donner la chance aux générations futures. Nous voulons d'un Congo comme l'Afrique du Sud. Pourquoi pas au-delà? Et nous en avons les moyens. C'est tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la volonté de l'homme congolais. La volonté des dirigeants congolais. Vous avez une hargne. La volonté des dirigeants congolais. Nous n'avions pas aimé les Congos. Nous n'avons pas aimé les Congos. Nous devons tous aujourd'hui dire non. Nous devons relever des défis. Nous avions beaucoup fait souffrir les Congos. Maintenant, arrêtons. Travaillons pour le Congo de manière à ce que demain, nous puissions avoir un nouveau Congo. Un Congo que tout le monde va envier. C'est ça que nous voulons tous ensemble. On n'entendra jamais Linguette dans une histoire de corruption un jour. Il ne sera-t-il pas audité demain ou après-demain? Je pense aujourd'hui, la confiance que j'ai du chef, la dignité, ma dignité personnelle, la confiance que j'ai de mes compatriotes, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Chaque jour, j'imagine. Vous savez, devant les faits et de corruption, les gens doivent toujours se poser des questions. Moi, je regarde. Ce que je suis aujourd'hui, mon nom, mon travail, la confiance que j'ai, le chef de l'État de Congolais, ça ne vaut pas l'argent. D'accord. Ça ne vaut pas l'argent. Donc, je préfère ma dignité, je préfère le Congo, je préfère la confiance du chef de l'État par rapport à cet argent. Je n'en ai pas besoin pour le moment, et même pas pour demain. Je veux tout simplement que nous puissions travailler pour le Congo. C'est tout. C'est ça ma préoccupation aujourd'hui. André du financier, soit démagogué. On a besoin de service? Non. Oh, il y a un bon marché. Quand c'est la position, ok, le petit gars, Mais DG, on va voir des analyses. Non, c'est DG qui parle. C'est le DG qui parle. Un bon Guanetta. DG. Merci, papa. Ma copine, Conseiller, dans mon bureau. Excellence. Au moins, limite, tout cas, la précipitation.
excellence. Kamata moko. Kende kopesa na tata mwasi na mpo. Kaka ndenge na lobi. Conseiller. Bateau ya facture wana. Mbongo na bango esali boni. 90 millions de francs congolais. Bakisa ba 0 mibale. Et komi boni 9 milliards. Likolo wana nde ya biso. Yoko bima gouvernement kakabu. Bongo l'État. Eh, papa lekani mutuka yango yo. Oh. Maman, mais mutuka gouvernement. Mam na tinda zanga bat na gouvernement. Naza tata mo c'est excellence. Tata moi c'est excellence. Motorizali. Mon inspecteur, naza préparé te ngamoko ya na koya na IGF. Ko sala boete naza mutata ko matanga cycle. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances. Vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Non. Dis-leur que l'excellence est en confinement en France. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Là. Je ne suis pas là. Là. Non. Oh, je suis désolé. Conseiller, même toi aussi. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. C'était l'inspecteur général des finances, le chef de service Jules Ali Nguete, qui a parlé avec son cœur, mais avec une détermination pour changer les choses. Une hargne, on se sent langue de bois. Ce que j'ai beaucoup aimé, du temps, il faut le laisser pour voir ce qu'il va faire. Je ne sais pas si ça va être mieux s'il rentre du côté des finances. Auprès du chef de l'État, je le sens très ragaillardi et très fort. Nous allons voir ce que le temps va nous donner. Encore merci à l'équipe technique qui a été de mèche avec nous. Clin d'œil à l'écœur Mouchipaï, à Madame Mireille, sous la coordination de notre aîné Apo Ipan. Et j'étais encore et toujours avec Arnold Massamba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.